Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition d'AQC TV Live, la web émission de l'agence Qualité Construction. Aujourd'hui, au sommaire, principalement deux sujets. D'abord, mesurer la performance énergétique des bâtiments à réception avec Seren. Deuxième sujet, le traitement des locaux humides dans les bâtiments à structure bois. Je tenais à vous remercier dès à présent parce que c'est vous qui avez choisi le deuxième sujet par les réseaux sociaux, par le site internet et de plus, vous nous avez posé déjà de nombreuses questions que nous avons intégrées. Sommaire. Premier sujet, mesurer la performance énergétique réelle des bâtiments à réception avec Seren. J'accueille Aurélien Lopez. Bonjour Aurélien, tu es responsable de projet Profil Ombré au sein de l'agence Qualité Construction. Tu peux nous rappeler ce qu'est Profil ? Alors Profil, c'est le programme pour l'innovation en faveur des économies d'énergie dans le bâtiment et le logement. C'est un programme qui est porté par la filière et donc qui répond à un appel à programme qui a été lancé par la DGEC en 2018, donc un programme C2E. Et dans ce programme, comment s'inscrit l'action Seren ? Alors Seren, c'est un des 9 projets qui composent le programme Profil. Et donc Seren, c'est pour solution d'évaluation de la performance énergétique intrinsèque des bâtiments. Et donc voilà, c'est l'un des gros sujets de Profil. Alors, je vous propose d'aller voir sur place, en quelque sorte, les principes et la mise en œuvre de ce programme. L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments présente de grandes potentialités. Et c'est dans ce cadre que le programme Profil, financé par les certificats d'économie d'énergie, apporte sa part dans la recherche et la production d'économies d'énergie. Dans ce cadre, il est apparu essentiel pour inciter les particuliers et les professionnels gestionnaires de parcs de développer des outils qui permettent de justifier de la qualité des travaux réalisés. Et Seren est l'un de ces outils. Le calcul réglementaire caractérise la performance théorique d'un bâti aujourd'hui construit. Il est possible de caractériser les performances réelles en faisant des mesures une fois le bâtiment construit, durant son exploitation. Néanmoins, ces dernières sont fortement dépendantes des usagers, de la météo et d'autres facteurs. L'objectif du projet est de répondre à cet enjeu et de pouvoir caractériser la performance intrinsèque des bâtiments, bâtis et systèmes. Il a deux objectifs principaux. D'une part, développer une méthodologie novatrice qui permette de caractériser la performance intrinsèque des bâtiments dans leur ensemble, enveloppe et système. D'autre part, de réaliser un prototype qui puisse permettre la mise en œuvre de cette méthodologie. Cette méthode consiste à chauffer un bâtiment, à mesurer la puissance de chauffage, l'ensoleillement reçu, les températures à l'extérieur, à l'intérieur du local et dans d'éventuels locaux adjacents, afin d'identifier un modèle simplifié du bâtiment. Et à partir de ce modèle, nous pouvons déduire un coefficient de perte thermique du local exprimé en watts par Kelvin. Pour arriver à cette méthode, nous avons travaillé suivant 3 axes. Le premier axe de ce travail a consisté en l'analyse de simulations numériques de bâtiments dont nous maîtrisions l'intégralité des paramètres pour éprouver la méthode. Nous avons ensuite déployé notre méthode et notre protocole sur des maisons expérimentales, telles que les maisons Inca, afin de robustifier la méthode, de l'évaluer au regard des différents climats, des différentes typologies constructives et des aléas de la mesure. Et enfin, nous avons éprouvé cette méthode au travers d'un déploiement opérationnel à l'aide d'opérateurs de mesure qui ont mis en œuvre notre méthode et son protocole sur des sites réels des maisons occupées par des propriétaires en temps normal. Les maîtres d'ouvrage, particuliers et professionnels, ont besoin de savoir si l'objectif de la rénovation qu'ils ont financée a bien été atteint. Ils ont besoin d'objectiver la relation de confiance qu'ils ont avec les acteurs. Dès lors qu'ils connaîtront l'outil Seren, ils seront moins hésitants à se lancer dans les travaux et nous mettrons ainsi beaucoup d'espoir dans l'accélération des rénovations avec une massification qui participera à l'atteinte de nos objectifs nationaux d'économie d'énergie.
De retour sur le plateau avec Aurélien Lopez de l'agence Qualité Construction. Aurélien, ce dispositif Seren, pourquoi est-il essentiel? Alors, il est essentiel, comme on l'a vu un peu dans la vidéo, parce qu'il n'existe pas de mesure à réception de la performance des bâtiments. Et du coup, c'est très important en termes de politique publique, en termes de confiance aussi des constructeurs par rapport à la rénovation énergétique qu'on veut réaliser, de savoir si à réception, on a vraiment la performance attendue. Mais j'imagine qu'il y a quand même des contraintes, par exemple météorologiques. Alors oui, bien sûr, un peu comme de toute façon la perméa à l'air aujourd'hui, qui est une mesure qui est largement déployée, il y a des contraintes de vent, par exemple. Donc si on est en grand vent, la mesure Seren ne fonctionnera pas. Mais il y a une particularité dans Seren, c'est que le principe même de la mesure s'appuie sur une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc très vite, on comprend que en hiver, on va avoir des différences plus importantes et du coup, un temps de mesurage plus facile. Donc, plus facile l'hiver qu'à mi-saison et quasiment impossible en cas de canicule ou en été. Et par rapport au chantier, quand est-ce qu'il faut faire cet essai? Plutôt à la fin, au milieu? Qu'est-ce qui est recommandé? Il y a deux volets à la mesure. Donc, il y a la mesure de la performance de l'enveloppe et il y a aussi donc l'évaluation de la performance des équipements. Donc, les équipements, on peut mesurer, enfin évaluer leur performance à partir du moment où ils sont installés et efficients, donc à réception. Pour l'enveloppe, c'est à peu près la même chose, mais si on veut être un peu plus fin, c'est vraiment à partir du moment où l'isolation est posée, où tout ce qui va contribuer à la performance de l'enveloppe est installé, on peut faire la mesure. Donc on peut imaginer dans certains chantiers de le faire avant le second œuvre, par exemple. C'est presque plus prudent parfois. Hein. Mais si les résultats sont loin des performances attendues, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Oui, mais ça c'est la grande question qu'on nous pose, qu'on nous a posée tout le long du projet. Et donc il faut savoir qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, la mesure n'existe pas. Donc on va mesurer quelque chose qu'on ne mesurait pas avant. Donc forcément, on va avoir des mauvaises surprises, peut-être des bonnes aussi, hein. Oui. Mais s'il y a un écart, il va falloir faire un effort de compréhension de qu'est-ce qui se passe et revoir toute la chaîne de la construction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la mise en œuvre, ce serait l'erreur grossière. Peut-être le choix des matériaux, peut-être la conception. Tout peut être impliqué, c'est-à-dire que là, le point où Seren va être très important, c'est que ça va nous apprendre énormément sur le comportement de l'enveloppe, de comment on construit et quelles sont éventuellement les erreurs qu'on fait. Tout comme la perméabilité à l'air a mis à jour certaines pratiques qui aujourd'hui sont corrigées. Alors 24 heures d'essai, c'est long, c'est ressenti comment par les personnes de chantier? Alors ça c'est aussi une grande question. 24 heures ça peut paraître long. Mais juste si je peux faire un mini historique de la mesure de la performance. Aujourd'hui, la mesure normalisée ne dure pas 48 heures ni une semaine, c'est 3 semaines. Donc, donc on gagne quand même beaucoup. On gagne beaucoup. Juste avant le programme Profil, il y avait 2 projets, Épilogue et Merlin, qui arrivaient à 4 jours péniblement. Donc aujourd'hui, on arrive à proposer 24 heures. Donc, il faut vraiment avoir en tête que c'est quand même une énorme avancée. Cependant, 24 heures, ça peut paraître un peu long. Alors, à partir du moment où c'est phasé dans le chantier, on peut imaginer des choses quand même. La mesure peut très bien se faire le week-end, il n'y a vraiment aucun problème, tout est automatisé. Après, donc, on cherche à diminuer ce temps de mesure et on a déjà des pistes pour quasiment divisé par 2. Donc on continue cette recherche pour réduire ce temps d'essai. Oui. Alors je vous propose qu'on aille voir du côté des usagers et voir comment ils réagissent. Nous, dans le cadre de cette mesure, on est opérateur de mesure, c'est-à-dire qu'on est en charge de la pose, du lancement de la mesure et ensuite l'ensemble des données qui ont été remontées par les objets de mesure sont exploités.
L'intérêt pour notre entreprise, c'est d'apporter une réponse aux questions que peuvent avoir certains clients quand on fait de la rénovation, qui est la question étant prouvée et démontrer que les actions d'amélioration énergétique ont un intérêt réel sur la diminution de la consommation globale du bâtiment liée à des améliorations d'isolation ou autres. Le fait effectivement de mettre en place ce genre de choses, ça a un véritable intérêt. Je vois par exemple pour quelques promoteurs, notamment pour celui qui est ici, qui est présent, pour lui ça permet de qualifier son bâtiment, je pense que c'est quelque chose qui est important. En tant que propriétaire, la mesure sereine nous apporte de la sérénité, je pense que le nom était un peu choisi pour ça, de savoir ce qu'on a fait, de savoir qu'on va être bien dans notre maison, que c'est isolé et qu'on n'a pas empilé des couches d'isolant pour rien. Nous, il y a quand même un but locatif, donc c'est aussi apporter aux gens qui vont louer la maison, dire voilà, on ne vous loue pas n'importe quoi, on a fait attention à l'environnement et à ce que vous allez consommer plus tard, et c'est en termes de chauffage. Voilà. Tout ce qu'on met dans l'isolant, tout ce qu'on met dans la mesure, c'est ce qu'on ne mettra pas dans le système de chauffage et dans la dépense énergétique future. Alors pour mettre en place la mesure sereine, le plus dur c'est de savoir qu'elle existe. Après c'est très simple, il suffit de remplir un petit formulaire, ils viennent, ils installent leur matériel, on laisse les clés, on part et c'est fini. On a aujourd'hui très peu d'outils de mesure pour qualifier la performance intrinsèque d'une paroi opaque. Les seuls produits qui sont commercialisés sur le marché sont des produits pour lesquels on a souvent des incertitudes très élevées. Et l'enjeu est de pouvoir rendre cette mesure généralisable et qu'on puisse la massifier sur un certain nombre de bâtiments. Retour sur le plateau avec le programme Sereine. Aurélien Lopez. Aurélien, quand est-ce que cet essai sera généralisé? Alors, aujourd'hui, on est arrivé à une méthode qu'on a opérationnelle. Donc, du coup, on peut réaliser, comme on l'a vu dans le film, les essais, et donc ce sont bien des opérateurs de terrain qui le font. Donc, elle est, on peut dire, disponible. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait des suites donc, au programme Sereine et qu'on puisse continuer donc, à proposer cette mesure, continuer à former des opérateurs et de proposer la mesure gratuitement, puisque là, on est encore en zone de rodage. Donc, nous, on a besoin d'en refaire beaucoup. Et d'un autre côté, du coup, de proposer cette mesure gratuitement dans les années à venir. Et peut-être dans 3 ans, on aura vraiment une mesure qui sera proposée par les opérateurs à voir. Aurélien, nous avons aussi des questions Internet qui nous ont été envoyées. Je te propose de les lire. Une première, sans doute une question autour des chantiers de rénovation. Bonjour, pourquoi mesurer après? C'est avant travaux que l'on doit définir ce qu'il y a lieu de faire. Oui, alors ça c'est une très bonne question. Il faut savoir qu'en cours du projet, on s'est posé la question du gain, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant, si on mesure avant et après travaux, de façon à mesurer le gain donc de performance. Et donc on a développé cette méthode et il est tout à fait possible de mesurer avant travaux la performance de l'enveloppe. D'ailleurs, ça prend moins de temps qu'un bâtiment rénové. Merci. Une question ou plusieurs questions dans une seule. Le coût, l'incertitude, le planning de déploiement, la qualification des opérateurs. Est-ce que tu peux nous apporter quelques éléments? Alors, il faut savoir que dès le début du projet, on s'est posé toutes ces questions et ça fait vraiment partie du projet. Donc, pour le coup, il y a une étude économique qui est en cours qui permet en fait de rapporter le retour d'expérience des opérateurs qui ont été formés et qui ont fait la mesure pour qu'ils imaginent combien ils vendraient cette prestation. Donc ce travail est réalisé. Sur la qualification des opérateurs, il y a des supports de formation qui peuvent aller jusqu'à éventuellement une qualification. Oui. Donc on a les éléments. Et sinon, pour en savoir plus, donc on fait une journée sereine, une matinée sereine le 16 décembre. Donc on va le préciser en dessous de la vidéo. Voilà. On va mettre le lien. Et là, on répondra vraiment à toutes les questions. Merci Aurélien Lopez de l'Agence Qualité Construction pour toutes ces précisions sur Sereine. Maintenant, je vous propose notre page revue Qualité Construction, revue numéro 189, avec Gaël Darchen,
la rédactrice en chef. Notre dernier numéro de la revue Qualité Construction vient de paraître. Au sommaire notamment, la mesure de la performance énergétique intrinsèque d'une maison en 24 heures, les solutions de pompe à chaleur dans la RE 2020, l'autofinancement de la rénovation énergétique par la division parcellaire et les usages environnementaux de la maquette urbaine 3D. Nous vous proposons en lecture gratuite sur notre site l'article « Terre crue, le développement d'une gamme de technologies modernes ». D'un côté, un fort potentiel de déblai de chantier, de l'autre, un besoin pressant en matériaux et produits à faible empreinte carbone, la filière Terre crue expérimente des solutions constructives et des modalités de production innovantes. Découvrez comment des opérations pilotes produisent des briques ou blocs de terre compressés, des mortiers de pose ou pour enduit, des bétons de terre pour des chantiers d'envergure. Vous pouvez retrouver toutes nos offres d'abonnement à la revue sur notre site internet qualitéconstruction.com. Autre sujet, le traitement des locaux humides sur support bois. Je rappelle que ce sujet, c'est vous, les internautes, qui l'avez choisi. Avec nous pour en parler, Serge Lenévé. Vous êtes adjoint à la direction du pôle Industrie Bois Construction de FCBA. Serge, rappelez-nous déjà ce qu'est FCBA. Bonjour. Alors FCBA, c'est le centre technique de la filière bois. FCBA développe des actions privées et des actions collectives. En matière d'action privée, on fait de la formation, de l'appui technique aux professionnels, on fait de la certification. En matière d'action collective, on fait de la R&D collective, des études d'ingénierie pour des donneurs d'ordre comme le Codifab, France Bois Forêt. Et puis on est très impliqué également en normalisation. Alors dans l'appui de tous ces métiers, on a également un centre d'essai dans nos locaux de Bordeaux qui est très équipé puisqu'on a un des plus gros centres européens. On peut faire à la fois des essais dans le domaine de la mécanique, de la physique du bâtiment, de la biologie, de la chimie. Alors Serge, j'ai une première question. Le bois et l'eau, ça se marie bien? Alors vous parlez de mariage. Alors, si je surfe sur la notion de mariage, je dirais que le mariage de tous les matériaux de construction avec l'eau, ça se passe en général mal. Donc c'est à éviter. Oui. Sauf évidemment des matériaux comme la couverture ou des ingris qui sont faits pour, oui. On va dire. Si on se penche sur le cas du bois, regardez des charpentes multiséculaires, on arrive à les pérenniser, donc multiséculaires pendant une grande durée. Je ne vois pas pourquoi on ne parviendrait pas à des résultats analogues sur des planchers en pièces humides. Alors, si vous voulez, ça me rappelle un sujet qui est l'intégration des menuiseries dans les parois bois, où on a dû travailler ces années dernières sur des encadrements de baies définis normativement parce que c'est un point de sensibilité. Donc, méticulosité en conception, en réalisation, en mise en œuvre, c'est très analogue comme sujet. Et la différence, c'est que pour les encadrements de baies, on est dans un registre collectif parce qu'il y a un retour d'expérience. Là, dans le cas d'espèce, pour ce sujet précis, on va avoir recours de toute façon à des avis techniques ou des ATEX, parce qu'on est en non-traditionnalité. Alors justement, sur ces sujets précis, pièces humides sur plancher bois, vous avez travaillé au FCBA? Alors oui, on a réalisé un état des lieux, en fait, commandité par le Codifab. Alors le titre précis de cette étude, pièces humides et construction bois, état des lieux, propositions et orientation technique. Donc l'objectif, il est clairement défini dans ce titre. Donc c'est une étude qui a été réalisée en septembre 2019. Pour information, elle est téléchargeable gratuitement en fait via le site Catalogue Bois Construction dans l'espace Boisref qui est dédié on va mettre le lien sous la vidéo. Oui. Tout à fait. Donc site Boisref, donc qui est l'outil technique aujourd'hui du concepteur en matière de bois construction. Alors, je vous propose qu'on aille écouter l'avis d'un professionnel qui a quelque expérience sur le sujet. Mathis, nous sommes charpentiers, nous fabriquons plutôt donc, la structure des bâtiments, une structure bois. La construction bois est une construction légère. Aussi, la plupart du temps, en logement, on va associer à ces éléments de construction bois des chapes en béton. Ces chapes en béton sont désolidarisées de la construction bois par des résilients. Les problématiques de salle de bain vont être un tout petit peu plus complexes. Néanmoins, il existe aujourd'hui sur le marché des produits sous avis technique sur chapes désolidarisées pour construction bois.
Ces produits vont par contre jusqu'à un E2 en termes d'étanchéité et fonctionnent plutôt bien lorsqu'on va avoir des douches par-dessus ces étanchéités. Vu l'évolution de la réglementation récente dans le cadre des PMR et dans le cadre du village olympique et paralympique, Mathys a décidé de travailler sur le sujet du zéro ressaut avec l'entreprise Schluter. Aussi, nous avons fait un certain nombre de préconisations sur la base des avis techniques existants. Plusieurs points sensibles ont été identifiés pour la construction bois par rapport à la construction traditionnelle. En construction bois, les critères de dimensionnement sont les mêmes qu'en construction dite traditionnelle. Aussi, il n'y a pas de risque mécanique lié à un fluage ou à une déformation initiale de la construction bois, notamment au niveau du siphon. Un risque identifié également est le risque de fuite. Fuite liée à une mauvaise mise en œuvre ou liée à un usage de la construction. Aussi, par rapport à ça, deux éléments vont être mis en œuvre. Tout d'abord, au niveau du siphon, un perçage complet du plancher bois va être réalisé, ce qui va permettre qu'en cas de fuite à cet endroit singulier, la fuite va être vue directement dans le faux plafond par le voisin du dessous, sans attaquer la structure bois. Le deuxième point mis en œuvre va être de la pente qui va être mise dans l'ensemble de la salle de bain. Au niveau des évacuations, par rapport aux problématiques incendie, les évacuations vont se faire dans une gaine qui elle-même va être protégée par des plaques de plâtre. Ce travail engagé dans le cadre du club industriel avec les industriels de la construction bois, les industriels de l'étanchéité, des bureaux de contrôle, les assureurs et des centres techniques vont permettre d'aboutir rapidement à des solutions robustes, fiables et standards de traitement de l'étanchéité des pièces humides sur la construction bois. Retour sur le plateau d'AQC TV Live concernant le traitement des locaux humides sur plancher bois avec Serge Lenévé. Serge, quels sont les points sensibles sur ce sujet? Alors, on a référencé 5 points pour l'essentiel. Alors, le premier qui est une évidence, c'est la maîtrise de l'étanchéité à l'eau dans la grande durée sur ce type de support bois. Le deuxième sujet, c'est la maîtrise des transferts de vapeur au travers de la paroi, sachant qu'on hérite en fait d'une situation un petit peu délicate au niveau du DTU 51.3 qui aujourd'hui oblige à ventiler la surface d'un panneau de plancher ou d'une lame de plancher sur une dalle de bois dans la globalité. Et en fait, c'est l'héritage d'un processus, d'un historique décisionnel. Ça vient du fait que le 51.3 s'applique toujours d'ailleurs dans le domaine de la réhabilitation. Donc là-dedans, des ouvrages anciens, on peut avoir des plénums de plancher sur lesquels il faut désorber de l'humidité après absorption accidentelle. Ça n'est absolument pas le cas dans des conceptions de factures modernes en fait, conformes au DTU actuel. Voilà. Le troisième sujet, c'est la notion de flèche active, au sens de l'Eurocode. C'est donc la flèche, la déformation. C'est les déformations, pardon, oui. C'est la maîtrise de déformation du support tenant compte des propriétés des systèmes d'étanchéité et de revêtement qui viennent se poser par-dessus. Voilà. Le quatrième sujet, c'est la mesure de l'humidité des supports bois avant recouvrement par les soliers. Pour du bois massif et donc pour du CLT, ça se passe relativement classiquement à l'aide du midimètre à pointe. Pour les panneaux à base de bois, c'est un peu plus délicat puisque en fait, on s'aperçoit que les humidimètres classiques ne sont pas forcément étalonnés et calibrés pour. Voilà. Le dernier sujet, c'est l'acoustique. Alors en matière d'acoustique, on comprend très bien que quand on va générer de l'encastrement d'un bac douche à l'intérieur d'une structure d'un plancher en bois, on va modifier la performance. On va modifier les choses puisqu'on va faire des réservations, des percements, etc. Donc il convient évidemment de vérifier que la conformité réglementaire acoustique est satisfaite. Oui, et justement, vous avez déjà commencé à mener quelques études sur ces sujets-là, sur ces 5 sujets ou sur d'autres? Alors tout à fait. Sur le sujet de la maîtrise des transferts de vapeur, on a réalisé pour le compte du Codifab une très grosse étude avec beaucoup de modélisation sur la quasi-totalité des configurations constructives existantes, tant en plancher solivé qu'en plancher CLT, en partie courante, point singulier. Et puis, en fait, on s'aperçoit, on est venu confirmer le fait que
il n'y a aucune nécessité dans les ouvrages modernes, récents, conformes au DTU, à appliquer cette ancienne préconisation du DTU 51.3 que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Par ailleurs, juste, on a aussi, au travers de l'état des lieux initial de 2019, donc, fait des propositions de niveau de flèche active. Alors, bien évidemment, elles ne sont pas à considérer comme des propositions normatives en tant que telles, mais c'est plus des propositions qui sont faites en direction des enceintes de décision qui, ad hoc, en normalisation, commission de DTU ou travaux DGS pour les procédures d'avis technique. Voilà. Et dernier point, la mesure de l'humidité, en fait, des panneaux de bois, puisque je disais donc les humidimètres à pointe ne sont pas calibrés pour. Donc le CODIFA nous a demandé de travailler justement sur une étude de faisabilité permettant de savoir si on pouvait calibrer des humidimètres pour les panneaux. Et donc l'étude est en cours, ça se passe plutôt bien. On a des bons résultats dans une première phase. Et donc, on espère, on a l'espoir que d'ici quelques mois, on aura des solutions terrain, en fait, qui émergeront. Qui vont arriver. D'accord. Alors, un sujet délicat, les douches sans ressaut. Cela amène-t-il des difficultés particulières sur les structures bois, sur les planchers bois? Je dirais non, paradoxalement. Hein. Pourquoi? Parce que la difficulté essentielle, déjà, c'est de maîtriser l'encastrement de tout le système de douche dans l'épaisseur globale de la paroi. C'est certainement plus délicat. Et des solutions sont en train d'émerger sur le marché, d'être étudiées. Maintenant, à 2 cm près, avec une douche avec ressaut de 2 cm ou 100, c'est pas vraiment cette difficulté-là qui est un problème. D'accord. Je vous propose qu'on poursuive en allant au CSTB et qu'on écoute un professionnel qui anime le club des industriels d'Adif-Bois. Le club des industriels est une action innovante qui est née au sein d'Adif-Bois et qui complète, on va dire, des actions un petit peu plus traditionnelles de filière. Son objectif est d'accélérer ce qu'on appelle chez nous la lignocompatibilisation des procédés constructifs non bois, parce que 70% d'une construction en bois n'est pas en bois. Et donc il s'agit bien d'accélérer la reconnaissance en technique courante. Le caractère pluridisciplinaire de la problématique à traiter a demandé que l'on adapte un peu la méthode de travail. Et de ce point de vue, une fois de plus, le projet des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a servi à nouveau de laboratoire d'idées. Ce groupe de travail fonctionne sur un copilotage à 2 avec Eric et le club des industriels et le CSTB. Dès le départ, nous avons souhaité associer l'ensemble des acteurs et plus particulièrement le secteur de l'assurance et des contrôleurs techniques. La réalisation d'une douche accessible nécessite de combiner différentes exigences techniques que sont l'écoulement des eaux, l'étanchéité, tout en répondant aussi aux exigences réglementaires telles que la sécurité incendie et l'acoustique. Ces exigences techniques sont les mêmes que l'on soit d'ailleurs sur support bois ou sur support béton. Par contre, dans le cas d'un support bois, il faut en plus tenir compte de la sensibilité du support à une pénétration éventuelle d'eau. Plusieurs dossiers d'ATEX ont pu être examinés, dont celui du village olympique et paralympique, et permettre d'affiner les solutions proposées pour aboutir à plus de robustesse. Dernièrement, la réglementation accessibilité a évolué avec l'arrêté du 11 septembre 2020 introduisant l'exigence d'une douche zéro ressaut. Dans ce contexte, le CSTB a été missionné par la DHUP pour réviser le guide mise en œuvre d'une douche de plein pied sur support béton. Et les solutions envisagées, les orientations prises contribuent et contribueront à nourrir aussi bien la thématique sur support béton que sur support bois. La Solidéo et le CSTB se sont donc associés pour travailler sur un guide plus spécifiquement dédié au traitement des douches accessibles sur support bois. En partenariat avec Adif-Bois,
France Bois 2024 et avec le soutien de Codifab et de France Bois Forêt sera publié d'ici le printemps 2022. Ce guide, comme les autres guides, a pour vocation de faciliter les démarches d'évaluation technique pour les demandeurs tenants de système. Retour sur le plateau d'AQC TV Live. Serge Lenévé, un dernier mot sur ce sujet? Je dirais que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de favoriser l'émergence d'avis techniques et d'ATEX sur ce sujet. Et il faut que les acteurs économiques qui maîtrisent en fait ces développements croient au support bois dans le domaine bâtiment multi-étagers et investissent. Merci Serge Lenévé de FCBA. Notre chronique suivante, c'est la présentation d'une pathologie avec le CDB, constat, diagnostic, bonne pratique. Aujourd'hui, fissuration et décollement des carrelages de sol dans l'habitat. Je vous rappelle que toutes ces fiches pathologie bâtiment sont accessibles librement sur notre site internet et sur notre appli QC, application smartphone. La fissuration vient essentiellement du retrait excessif de la chape ou du mortier de scellement. Les dommages les plus fréquents sont la fissuration, le décollement des carreaux, le descellement et les soulèvements. Pour les bonnes pratiques, nous préconisons de vérifier notamment le délai de séchage de la chape, la nature du support, la hauteur de réservation, la mise en œuvre du ravoirage si nécessaire, la présence de joints périphériques et de fractionnement, le respect des caractéristiques d'encollage des carreaux, l'épaisseur et le dosage du mortier, la planéité du support et le classement du carrelage. La prise en compte de ces quelques recommandations vous permettra d'être serein avec vos interlocuteurs. Nous arrivons à la dernière partie de cette émission, c'est la minute membre de l'AQC. J'accueille Julien Serry. Julien, vous êtes délégué national aux affaires techniques, pôle habitat de la FFB, Fédération française du bâtiment. Julien, justement, vous pouvez nous présenter un peu ce qu'est le pôle habitat de la FFB? Alors, bonjour Frédéric, le pôle habitat de la FFB, c'est la branche maîtrise d'ouvrage professionnelle de la Fédération française du bâtiment et on représente les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs immobiliers, les aménageurs fonciers et depuis peu les rénovateurs qui travaillent en rénovation globale. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, en quoi les constructeurs, les aménageurs, les promoteurs jouent-ils un rôle important dans la qualité des constructions? Alors on est l'un des premiers producteurs de logements, que ce soit social ou privé en France en termes de représentativité. Donc on a un rôle forcément prépondérant dans la qualité de la construction et nous notre objectif c'est de trouver le bon équilibre entre les différentes composantes du logement, c'est-à-dire la qualité, le confort de vie bien évidemment, les problématiques environnementales qui sont très importantes en ce moment et surtout le prix et s'adapter au budget de nos clients. Donc on a cet équilibre à trouver et on se rend compte que la qualité du logement, contrairement à ce que peuvent penser certains, c'est pas uniquement une surface et une hauteur de plafond, mais c'est un équilibre total. Alors, beaucoup de sujets d'actualité que vous traitez aujourd'hui. Quelles sont peut-être vos dernières actions? Forcément, le grand sujet d'actualité qui va bientôt arriver, qui est déjà en préparation, c'est la RE 2020. Cette nouvelle réglementation qui va bouleverser à la fois nos modes constructifs, mais aussi l'organisation de nos entreprises. Il y a un deuxième sujet qui est en discussion en ce moment avec les pouvoirs publics, c'est le ZAN, le zéro artificialisation net. Là aussi, il y a des objectifs très ambitieux à 2030 et à 2050 qui, s'ils ne sont pas très bien maîtrisés, pas très bien calibrés, auront un impact très très fort sur la construction neuve. Et le troisième sujet, j'en parlais au début, c'est le métier de rénovateur en rénovation globale. Ce métier est rentré dans nos statuts tout récemment et c'est un métier que nos adhérents tendent à développer. Donc rénovation globale, c'est la rénovation sur minimum 3 ou 4 lots, principalement sur la maison individuelle et c'est quelque chose qu'on essaye de développer. Alors justement, peut-être une question un peu plus précise, quelle pathologie spécifique voyez-vous avec vos professionnels? Alors c'est vrai que quand on parle de pathologie, et notamment dans le secteur de la maison individuelle, on pense surtout aux fondations superficielles. C'est vrai que chez nous, c'est un sujet prépondérant. On l'a d'ailleurs traité ensemble de nombreuses fois avec l'AQC. C'est un sujet, une pathologie qui revient d'ailleurs très souvent dans le flop 10 du SICODES. Et nous, donc, on a travaillé avec les pouvoirs publics, avec la normalisation aussi, pour
accompagner cette pathologie, essayer de la réduire en fait, en quelque sorte, avec la révision du DTU 13.1 et aussi la nouvelle réglementation issue de la loi Elan sur les études de sol. Avec l'obligation d'études de sol en zone argileuse. Tout à fait, qui est une petite révolution pour nous, constructeurs de maisons individuelles, mais on s'approprie peu à peu cette réglementation et je pense qu'on va vers une baisse des pathologies, notamment en zone argileuse. Alors Julien, justement, plus globalement, qu'apporte l'AQC à vos professionnels? Alors en plus d'une document technique de qualité, l'AQC nous apporte une visibilité claire et précise sur les différentes techniques pathogènes ou qui sont susceptibles de l'être. Et donc c'est très intéressant pour nous de s'appuyer sur des outils comme le SICODES ou des commissions comme la commission prévention produits qui nous permettent d'anticiper les sinistres à venir. Merci Julien Serry du pôle Habitat de la FFB. Merci pour toutes ces précisions. Cette émission touche maintenant à sa fin. C'est l'occasion de vous rappeler quelques éléments. Tous les liens utiles sont dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous faire part de tous vos retours, notamment par les réseaux sociaux. Prochaine émission d'AQC TV Live d'ici 2 mois. Comme d'habitude, vous pourrez décider d'un des 2 sujets. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé. Merci aussi à tous ceux qui sont derrière les caméras, à la technique, Nawel Kadjeou, Ève Ing, Richard Audibert, Mathias Giuliani. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre chaîne YouTube AQC TV. Merci, bonne fin de journée, bon week-end.